Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Parlons Immo. Parlons Immo, 12h à 13h, on est ensemble, on parle de votre logement, on parle immobilier, on est ravis de vous retrouver. Bonne année d'ailleurs, c'est encore le moment de le dire, hein, on peut encore le dire. Comment ça va, Grégoire Darico? Très bien Bérénice, bonne année à vous Bérénice. Et oui, bonne année. Laurent Permas aussi, notre expert rénovation énergétique, ça va Laurent? Toujours. Ce début d'année commence bien pour vous? Absolument, on a plein de travaux de rénovation. Bonne année Bérénice. Eh bien, merci beaucoup, on embrasse très fort Sylvain Lévy-Valency qui n'est pas avec nous mais qui nous écoute. Alors aujourd'hui un programme riche, encore une fois. Notre invité c'est Abdel Benkedija, bonjour. Bonjour Bérénice, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes directeur des opérations du groupe Rubrique et alors vous réaménagez par exemple des anciennes usines désaffectées pour construire des logements et justement on va parler de cette crise du logement. Peut-être que ça vous concerne si vous nous écoutez, ça concerne beaucoup de monde, peut-être que vous galérez à trouver un logement en location, à vouloir acheter aussi, voilà, on va en parler parce qu'il y a des solutions que certains acteurs comme Rubrique essayent de trouver justement pour construire des logements. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, vous qui nous écoutez par SMS à tout moment en envoyant IMO, I2MO au 7 20 18 suivi de votre question. On y répond chaque samedi et aujourd'hui justement on va voir que l'état des lieux, ça peut sembler banal et puis il peut y avoir des conflits. Comment justement éviter cela grâce à un commissaire de justice et puis on parlera rénovation énergétique avec vous Grégoire aussi. Oui Bérénice, avec Laurent on va discuter du DPE, du diagnostic de performance énergétique avec une dernière modification depuis le 1er janvier dernier. Et puis après je vous proposerai comme chaque semaine une chronique Maison Saine où on va discuter de nos amis à quatre pattes, les animaux et l'impact de l'humidité sur leur santé. Ah oui, vous faites un petit hommage à Brigitte Bardot. On recommence tout de suite avec les infos à retenir. Sud Radio, Parlons Immo, Bérénice de Villefleurio. Et alors au programme, Grégoire. Alors Bérénice, on va commencer avec une question très concrète que beaucoup de Français se sont possiblement posée cette semaine. Qui doit déneiger le trottoir devant chez soi et surtout qui est responsable en cas de chute? Ensuite, on fera le point sur le baromètre immobilier LPI IAD. Les prix repartent légèrement à la hausse dans une majorité de grandes villes, mais le marché reste loin de l'euphorie. Et puis, on terminera par une news insolite venue de Londres. Des propriétaires très fortunés qui bradent leurs biens, parfois avec des rabais spectaculaires, preuve que même l'immobilier de luxe peut vaciller. Et ben voilà, ça touche tout le monde. On commence avec les chutes de neige, c'est vrai, ces derniers jours. Il y en a eu beaucoup dans certains endroits de la France. Une question très concrète revient. Qui doit enlever la neige devant chez soi? Oui, excellente question Bérénice. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas toujours la mairie. Dans de nombreuses communes, le déneigement des trottoirs, en fait, devant votre logement, il incombe aux riverains, propriétaires ou locataires, selon ce qui est prévu dans le bail ou le règlement municipal. Concrètement, ça signifie que vous devez déneiger, saler et puis surtout sécuriser le passage des piétons. Attention, parce que tout ça, c'est pas anodin. En cas de chute d'un passant, votre responsabilité civile peut être engagée si le trottoir n'a pas été entretenu correctement. Petit point clé, si jamais vous vous interrogez sur la démarche, sur les choses à faire. En maison individuelle, c'est presque toujours au propriétaire ou à l'occupant. En copropriété, ça dépend. Soit c'est prévu dans le contrat de syndic ou du prestataire d'entretien. Et sinon, ça peut revenir au copropriétaire riverain. En tout cas, le bon réflexe à avoir, Bérénice, c'est de vérifier l'arrêté municipal de votre commune, de ne pas attendre que la neige fonde toute seule, parce que la neige, c'est joli, oui, mais un trottoir non déneigé peut vite devenir un vrai risque juridique. Et oui, c'est vrai que c'est important d'en parler. Autre actualité, donc vous le disiez, celle du baromètre LPI IAD qui vient de sortir. Les prix repartent, mais alors pas partout. Oui, c'était le dernier baromètre de décembre, IAD, ce réseau immobilier qu'on connaît bien, qui vient de sortir, qui envoie un signal clair. Le marché de l'immobilier se stabilise avec même une légère reprise des prix. Alors au niveau national, les prix moyens dans l'ancien, ils atteignent 3 387 € précisément le mètre carré. Le prix des appartements, ils augmentent de 67% dans les grandes villes. Et dans les villes de plus de 100 000 habitants, la hausse concerne désormais 8 villes sur 10. Bon, attention, tout le marché ne repart pas de la même façon. Les appartements résistent mieux que les maisons, notamment dans les grandes villes où l'offre reste insuffisante. Les maisons, elles voient la pression sur les prix se relâcher dans plusieurs territoires. L'autre point clé, c'est que la négociation reste très forte. Et ça, c'est important. La marge moyenne, elle atteint 10% à un niveau historiquement élevé. Alors, la traduction de tout ça, c'est que les vendeurs tiennent les prix affichés, mais que les acheteurs négocient ferme avant la signature.
Oui, le marché il va un peu mieux, mais c'est pas le retour de la flambée. On arrive clairement à un moment de marché plus équilibré où les acheteurs ont encore leur mot à dire à condition d'être bien préparés. Donc ça veut dire que sur un prix affiché, on peut avoir une petite décote de 10%. Exactement, quoi. n'hésitez pas à aller négocier. Oui. Et enfin, on termine avec une info insolite, Grégoire. On va à Londres, c'est ça ? Eh bien oui, Bérénice, figurez-vous que alors c'est une info qui va pas bousculer notre quotidien, mais qui est assez révélatrice. À Londres, les propriétaires les plus riches commencent à paniquer. Résultat, des rabais se négocient. Ils vont jusqu'à moins 50% sur certains biens de luxe. Alors les chiffres, ils sont impressionnants. Les ventes de biens à plus de 5 millions d'euros, ils ont chuté de 18%. Et l'ensemble du marché immobilier de luxe londonien est en train de vaciller. Alors pourquoi cette fuite des riches ? Parce qu'il y a une fiscalité qui est de plus en plus lourde, parce qu'il y a aussi la fin de certains avantages pour les résidents non domiciliés. Il y avait beaucoup d'étrangers notamment qui étaient là à Londres. Et puis il y a un climat économique qui est jugé moins favorable qu'avant. Donc en conséquence, vous avez des biens qui restaient autrefois invendables pendant des mois et qui sont aujourd'hui bradés, parfois à des niveaux inimaginables il y a encore 2 ans. Ce que ça nous dit en tout cas, c'est qu'au-delà de Londres, c'est que même les marchés les plus prestigieux ne sont pas immunisés. Quand la fiscalité, la réglementation et la confiance changent, les capitaux bougent très vite. Comme quoi dans l'immobilier, même le luxe n'est jamais totalement à l'abri. Et oui, ça touche tout le monde. Justement, on va en discuter dans quelques instants avec notre invité notamment. Mais tout de suite, c'est le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et cette semaine, on s'intéresse à une réforme qui touche directement les propriétaires, les locataires et même le marché immobilier. C'est la réforme du diagnostic de performance énergétique, mieux connu donc sous le sigle du DPE. Une réforme qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2026, qui change la façon dont on mesure la performance énergétique des logements. Avec moi, comme chaque semaine, et c'est un plaisir de le retrouver, Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Bon alors Laurent, en quoi ça consiste cette réforme ? En fait, c'est une réforme qui est passée totalement sous les radars avec les fêtes. On a pensé à bien d'autres choses, mais elle est très très importante et elle a des effets très concrets justement pour chacun d'entre nous, que nous soyons propriétaires, bailleurs, locataires ou futurs acheteurs. Peut-être Laurent, l'occasion aussi de nous rappeler ce qu'est le DPE. Eh oui, alors c'est un diagnostic de performance énergétique. C'est un document obligatoire qui classe un logement de A, la lettre, on connaît ça dans les écoles, très économe, à G, très énergivore, c'est une étiquette, selon la consommation justement d'énergie et toutes les émissions de gaz à effet de serre. C'est un outil central pour évaluer justement la performance énergétique d'une maison ou d'un logement ou d'un appartement, que ce soit pour vendre, pour louer ou pour rénover. Et qu'est-ce qui a changé depuis le 1er janvier, Laurent ? Eh bien, cette réforme de 2026, elle modifie la façon dont on calcule le DPE, surtout pour les logements chauffés à l'électricité. Ça, c'est vraiment important. En gros, jusque-là, on utilisait un coefficient de conversion de 2,3, un peu technique, pour traduire l'énergie finale en énergie primaire. Bon, c'était complètement injuste, en fait, notamment pour les logements électriques, car l'électricité française, elle est très peu carbonée. Et puis, depuis 2026, justement, depuis le 1er janvier 2026, ce coefficient est abaissé à 1,9. Alors, là aussi, ça change énormément de choses. Oui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un propriétaire ? En fait, c'est des centaines de milliers de logements qui vont gagner une lettre automatiquement sur leur étiquette DPE sans faire de travaux. Donc, elle pourrait refaire sortir un peu plus de 700 000 logements, voire 800 000, du statut de passoire thermique. C'est une étiquette F ou G. Ouais. Et ce qui se passe très souvent, en fait, c'est un logement qui est classé justement F en 2025. Pourrait devenir E ou D au 1er janvier 2026, simplement parce que la méthode de calcul a été ajustée. C'est pas négligeable. Laurent, j'imagine que cette réforme, elle a un impact sur les projets immobiliers. Énorme, en fait. Pour la location, un logement classé G qui, vous le savez, ne peut plus être loué depuis 2025. Eh bien, si ce logement sort de ce statut, sort de cette étiquette de passoire thermique, il peut donc tout simplement rester sur le marché locatif sans rénovation. Et puis pour la vente, cette meilleure note va permettre tout simplement de valoriser un peu plus votre bien, car les acheteurs sont assez sensibles en fait sur cette étiquette et du coup demandent des remises parce qu'ils vont être obligés de faire des rénovations énergétiques. Donc là aussi, ça change énormément la valeur du bien. Alors certains disent que cette réforme, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, notamment ceux qui se chauffent à l'électrique, mais il y a aussi des critiques. Oui, alors beaucoup de propriétaires, surtout ceux qui ont des logements en fait chauffés à l'électricité, forcément pour eux c'est une bonne nouvelle, c'est une bouffée d'oxygène de gagner une lettre sans travaux. Mais certains acteurs estiment qu'en donnant une meilleure note mécanique, on risque d'atténuer l'incitation à vraiment rénover les logements.
Bon, autrement dit, on pourrait voir moins de travaux engagés, alors que l'ambition de rénovation énergétique, en fait, reste essentielle à long terme. Mais ça, on le sait, c'est l'audit énergétique, au-delà de l'étiquette. Et vous, Laurent, vous conseillez de faire quoi à nos auditeurs ? En fait, la première chose à faire, c'est on ressort un peu dans ces archives votre DPE, si vous en avez fait un. Et si votre logement est chauffé à l'électricité, il peut tout simplement avoir gagné une classe automatiquement. Donc pensez à télécharger la nouvelle étiquette sur le site officiel du gouvernement. Et puis anticiper vos rénovations, même avec une meilleure note sur le papier, en fait, de travaux d'isolation, de changement de chauffage. Ça reste toujours le meilleur investissement. Surtout, ça permet de baisser votre facture énergétique. Et puis l'audit énergétique, j'en parlais, depuis 2026, il est souvent requis pour les rénovations globales, c'est-à-dire plusieurs gestes, chauffage plus isolation, mais il reste un excellent outil pour prioriser vos travaux et vos dépenses. Allez Laurent, pour conclure, côté travaux justement, si on veut aller plus loin, quelles sont les priorités ? Isolation, les combles, les murs, les planchers, c'est plus rentable. On commence par cela, c'est du bon sens. Ensuite, les systèmes de chauffage, bien évidemment. Le vieux convecteur par une pompe à chaleur ou une chaudière moderne. Et puis la ventilation, là aussi, c'est les 3 effets clés, avec très souvent oublié. C'est une perte d'énergie parce que ça circule, c'est de l'air frais. Et puis le tout est bien évidemment finançable à partir de MaPrimeRénov', l'éco-PTZ ou les certificats d'économie d'énergie. Il faut juste très bien monter son dossier avec France Rénov' notamment. Merci beaucoup Laurent Permas. Une réforme qui modifie les règles de calcul, qui améliore parfois automatiquement votre note, mais attention, elle ne remplace pas les travaux essentiels à long terme pour vraiment réduire la consommation énergétique de votre logement. À bientôt sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Merci Grégoire, merci Laurent. Bon courage aux chauffeurs de taxi et de VTC qui nous écoutent. On leur fait un petit coucou. On revient dans quelques instants. On va lire vos questions et justement, c'est le moment d'envoyer IMO, I2MO au 72018 suivi de votre question. On parlera des états des lieux et des constats. Pourquoi le commissaire de justice peut être une référence en cas de conflit. Et puis évidemment, on recevra notre invité Abdel Benkedija, directeur des opérations du groupe Rebric pour discuter de la crise du logement et des solutions qui existent. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. De retour sur Sud Radio, on est ravis d'être avec vous chaque samedi, 12h, 13h. D'ailleurs, on dit midi, souvent on me dit pourquoi tu dis 12h ? Bah oui, j'aime bien dire 12h. Bon voilà, en tout cas on est ensemble, vous êtes nombreux à nous écouter sur la route, alors prudence. Et puis on parle de votre logement, que vous soyez locataire ou propriétaire. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions avec par SMS IMO, I2MO au 72018 suivi de votre question. Et là, on va parler état des lieux avec Emmanuel qui nous a envoyé « Bonjour, je vous écoute tous les week-ends. J'ai une question un peu spéciale. Je vends mon appartement, mais l'acheteur accepte que je reste dedans comme locataire pendant 6 mois, le temps que je récupère l'argent et que j'achète un autre logement. Comme ça, j'évite de faire un pré-relais. Sauf que je ne le sens pas trop. L'acheteur est déjà très pointilleux, un peu tatillon, et j'ai peur qu'il me cherche des noises au moment de l'état des lieux, qu'il m'accuse de dégradation ou qu'il bloque de l'argent. Il y a un séquestre chez le notaire, une somme d'argent qui reste mise de côté chez le notaire en attendant que tout soit réglé. Mais justement, ça m'inquiète. Comment je peux me prémunir et faire un état des lieux qui ne sera pas contesté ? Merci. Alors pour y répondre, on accueille Maître Julien Thierry, commissaire de justice. Alors pour ceux qui ne savent pas, les commissaires de justice, c'est les anciens huissiers de justice. Voilà, huissier de justice, ça ne se dit plus. Donc maintenant, c'est les commissaires de justice. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous conseillez à Emmanuel, à notre auditeur dans cette situation ? Comment il peut sécuriser cet état des lieux pour éviter justement tout litige dans 6 mois ? Alors, avant toute chose, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intervention d'un commissaire de justice pour l'établissement d'un état des lieux, que ce soit d'un appartement, d'une maison, d'un local commercial ou d'un garage, c'est avant toute chose une valeur juridique incontestable. D'accord. Il a une force probante qui est extrêmement élevée et il fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui le rend très difficile à contester devant le juge.
Donc c'est incontestable quand on passe devant le tribunal, par exemple, on ne peut pas le contester. Exactement. Ensuite, il faut savoir que le commissaire de justice fait preuve d'une neutralité et d'une impartialité qui sera garantie par notre statut. Ce qui permet d'avoir une intervention objective sans suspicion de prise de parti. Et comment ça se passe concrètement? Alors là, par exemple, Emmanuel, il va appeler une étude qui est près de chez lui, il prend rendez-vous, c'est ça? Exactement. Emmanuel, là, en fait, il faut qu'il contacte le commissaire de justice le plus proche de chez lui. Ouais. Il fixe un rendez-vous. L'idéal, ce serait de fixer un rendez-vous qui soit au proche de sa sortie de l'habitation. Ouais. En termes de date, je parle. De son entrée aussi, parce qu'il fait un état des lieux à l'entrée, à la sortie. Tout à fait. Et le commissaire de justice dressera l'état des lieux le plus fidèlement possible du bien dont il s'agit. Parce que là, la vente, apparemment, elle est en train de se faire. Là, il va signer dans les jours qui viennent. Donc ça veut dire que dans les jours qui viennent, il devient locataire. Donc là, il faut qu'il appelle tout de suite. Dans ce cas-là, le jour de la signature de l'acte authentique, il conviendra de faire venir le commissaire de justice pour qu'il fasse l'état des lieux d'entrée. Et lors de la sortie, il fera pareil, il fera faire un état des lieux. Est-ce qu'il doit prévenir l'acheteur? C'est à son bon vouloir. D'accord, donc c'est pas obligé. Il peut le faire comme ne pas le faire, c'est pas obligé. L'avantage de le faire, c'est au moins c'est carré. Permettra de le rendre contradictoire. D'accord. Alors dernière chose, c'est vrai que combien ça coûte? Parce que on s'imagine que c'est très cher, mais c'est pas si cher que ça, je crois. Enfin, c'est une certaine somme, mais ça peut nous éviter des conflits bien plus coûteux. Alors, il faut savoir qu'un état des lieux fait à la demande d'une seule des parties sera facturé comme un coût de constat classique. Ça oscille entre 300 et 380 euros. Ah oui, quand même. Possibilité de partager ces frais-là avec le propriétaire ou le locataire lorsque les deux sont d'accord pour partager. D'accord. Donc vaut mieux en parler, comme ça on se partage les frais. Exactement. D'accord. Eh bien voilà, c'est très clair. Merci beaucoup, maître, en tout cas. Donc voilà, si vous voulez vous prémunir, être carré avec votre état des lieux, n'hésitez pas à faire appel au commissaire de justice. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et oui, on est dans Parlons Immo, c'est l'heure de notre grand entretien avec notre invité du jour qui est en plateau. Abdel Benkedija, bonjour, rebonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations du groupe Rebric et on va parler de cette crise du logement, de la disparition des zones d'activité également et de solutions concrètes parce que c'est ce que vous proposez avec Rebric, une solution concrète. Vous transformer d'anciennes friches industrielles en lieu de vie et en lieu de travail. Alors, première question, c'est quoi une friche industrielle ? Alors une friche industrielle, c'est généralement une ancienne usine qui a eu par le passé une vie économique qui est obsolète, généralement abandonnée. Il faut savoir qu'en France, il existe entre 8 000 et 10 000 sites abandonnés et anciennes friches industrielles. Alors c'est pas nous qui le disons, c'est une étude de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. L'acronyme. C'est un truc institutionnel. Enfin, c'est un organisme institutionnel. Tout à fait. Et ça représente tout de même entre 90 000 et 150 000 hectares. Donc nous, notre activité, effectivement, de les réhabiliter. D'accord. En logement et en locaux d'activité. Donc réhabilité, comment ça se passe ? Par exemple, là, est-ce que vous avez un cas concret, une usine désaffectée, oui. Vous rasez tout, comment ça se passe Alors tout à fait, je peux vous donner un cas concret. On finalise actuellement la réhabilitation d'une usine à Roubaix de 60 000 m² qui était anciennement une usine de traitement de laine dans l'industrie textile. D'accord. Donc 60 000 m² qu'on a pour partie divisé en locaux d'activité. Donc on a créé 200 locaux d'activité à destination de TPE PME et on a réalisé également 150 logements à l'intérieur de ce bâtiment. C'est un bâtiment historique des années début du XXe siècle et qui était à l'abandon depuis une quarantaine d'années.
Et là, quand vous dites vous construisez, donc là vous avez gardé les murs, parce que souvent c'est difficile de s'imaginer. Moi j'ai déjà été dans des usines, j'ai du mal à imaginer comment on peut mettre des logements dedans. Là vous gardez quoi, les murs, le squelette en fait, c'est ça, c'est possible de faire ça? Alors effectivement, notre savoir-faire, c'est d'être en capacité de pouvoir imaginer ce qu'on peut faire de l'usine. Là en l'occurrence c'est un bâtiment historique en briques rouges, en anciennes briques, avec des poutres Eiffel qu'on a conservées. Et pour donner du cachet au logement, il s'agit de lofts. On a créé des lofts, donc avec poutres apparentes et briques. Mais ça, ça va être des logements qui vont être vendus ou c'est déjà loués? Oui, on a déjà commercialisé une première tranche et on attaque une seconde tranche. Alors pour le coup, sur la seconde tranche, on mixe de l'accession, on mixe également de la défiscalisation. Alors accession, c'est quoi pour nos auditeurs? De l'accession, pardon, c'est une personne qui veut en faire sa résidence principale, par exemple. D'accord. Des investisseurs également qui veulent ensuite mettre en location. On fait également de la défiscalisation. Donc ça permet à des investisseurs de pouvoir faire des économies d'impôts, notamment avec quel dispositif? via le de Normandie. De Normandie. Oui, tout à fait, couplé à du déficit foncier. D'accord. Donc ça permet effectivement de pouvoir acheter une tranche de l'histoire, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans ces murs. Et l'ironie et la petite histoire sur ce bâtiment, c'est que notre fondateur Nassim, son père, a travaillé lui-même dans l'usine. C'est une belle histoire. Donc voilà, c'était. Et est-ce qu'il va acheter un logement dans cette usine ou pas? Pour le coup, on a mixé appartement et commerce. Et effectivement, Nassim en patrimoine va conserver une partie des commerces en rez-de-chaussée. C'est quoi les types de commerce dans ce genre de bâtiments, d'immeubles que vous construisez? On essaie de faire cohabiter, donc d'amener effectivement de la vie. Là, 60 000 m², c'est l'équivalent de réhabiliter un quartier entier. Aujourd'hui, on a pas mal de commerces qui se sont implantés. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une boucherie, on a des professions libérales, on a une boulangerie, tout ce qui permet de renouveler de la vie et de permettre à de l'habitation, du commerce, de l'activité, de pouvoir cohabiter ensemble dans ce quartier qu'on a refait entièrement et qui fait partie d'un ensemble. Évidemment, on a été appuyé par l'agglomération, mais ça fait partie d'un ensemble plus grand. Donc on a une petite partie, mais c'est un projet bien plus ambitieux. Et pensez aux crèches, s'il vous plaît, en tant que jeune maman. On manque de crèches, s'il vous plaît. On se retrouve dans quelques instants. C'est vraiment passionnant. On parle de bâtiments oubliés, comment ils peuvent redevenir utiles. Restez avec nous, Abdel Benedidja. On en parle dans quelques instants. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. De retour dans Parlons Immo, on est ravis d'être avec vous. On parle crise du logement, on parle réhabilitation. Comment on peut réhabiliter des usines qui sont désaffectées, comment on peut rendre à nouveau utiles des bâtiments qui ne servent plus à rien. On est avec Abdel Benkedidja. Rebonjour. Alors justement, on parlait de cet exemple d'usine à Roubaix que vous avez réhabilité. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Parce qu'il y a la problématique donc de l'aménagement intérieur, les murs qui correspondent pas forcément à des logements. Il faut vraiment recréer des logements, mettre des salles de bain, des toilettes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets quand on réhabilite une friche? Je pense par exemple à certains produits toxiques quand c'est des usines qui en utilisent. Est-ce qu'il y a des choses à faire qui sont un peu plus complexes et qui concernent peut-être les habitants qui sont autour? Tout à fait, oui. Effectivement, notre métier en amont de la réhabilitation, c'est évidemment de diagnostiquer, de dépolluer si nécessaire. Alors économiquement, sur certains dossiers, on n'a pas la capacité d'aller au bout, tout simplement parce que la pollution historique du site industriel est trop lourde. Par exemple, ça veut dire que vous pouvez pas vous en occuper. Vous dites là, en fait, ça serait trop cher de dépolluer. C'est ça. On va pas effectivement. le faire. Même si on était amené à nous offrir le bâtiment, on ne serait pas en mesure économiquement de réaliser du logement. Tout simplement parce que ça coûterait plus cher que de construire du neuf. Donc il y a toujours cette limite économique qui fait que on fait cette analyse poussée effectivement sur ces sujets. Oui, parce que vous faites pas ça gratuitement, c'est quand même votre business, donc faut le dire, et c'est normal. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces exemples de dépollution que vous faites? C'est quoi le type de pollution? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La pollution principalement, c'est généralement des solvants, des anciennes activités industrielles, dont
Donc on doit dépolluer, on doit creuser, on doit aussi analyser effectivement comprendre surtout l'histoire du bâtiment. Savoir ce qui s'est passé dans l'usine historiquement. Donc ça nécessite des travaux qui peuvent être assez conséquents. Et évidemment, on le fait sous contrôle de bureaux de contrôle et d'études environnementales pour permettre de réhabiliter tout ça et de faire en sorte que les personnes puissent vivre dans des logements qui sont aussi sécurisés qu'un logement neuf. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous faites appel à différents métiers, j'imagine, différents experts. Oui. Qui travaillent chez vous, et j'imagine pas forcément donc des cabinets, c'est ça, d'études? Oui, tout à fait. Cabinets d'études, cabinets externes, contractants général. On a toute une série de sous-traitants avec qui on travaille pour réaliser nos opérations. Qui fait appel à vous? J'imagine que les maires font appel à vous, parce que on le voit dans certaines communes, il y a des quartiers à redynamiser. C'est un peu l'objectif des maires. Ça fait partie des objectifs numéro 1. Et puis le logement aussi. On le dit, chaque commune a besoin de logement en France pour loger les Français. Comment ça se passe? Ils font appel à vous? Oui, j'ai un exemple récent à Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-Marne. On vient de faire l'acquisition d'un bâtiment qui historiquement appartenait à l'EPF, l'établissement public foncier, qui avait la volonté de le transformer. Au final, ça faisait une petite dizaine d'années que c'était à l'abandon, et on le transforme en 15 locaux d'activité. Donc on a effectivement à la fois la partie logement, et on a également la partie, comme je vous l'expliquais sur Roubaix, entrepôt, où ça permet en fait à des dirigeants de TPE, PME de pouvoir accéder à la propriété. Ça, c'est un enjeu également important pour nous. Bah oui, parce que ça crée des emplois en fait sur place. Et je rappelle qu'un des objectifs, c'est la réindustrialisation de la France. Et là, vous y répondez concrètement. Tout à fait. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, que vous avez un espèce de rôle social ? Évidemment, on a un rôle social, un rôle environnemental pour éviter l'artificialisation des sols. Il faut savoir que la plupart de nos acquéreurs sur la partie locaux d'activité sont des dirigeants de PME. On sait très bien que les dirigeants de PME ont parfois des difficultés à se verser des salaires. Donc le fait de devenir propriétaire de leurs murs, ça leur permet de capitaliser, de pouvoir transmettre un patrimoine, de pouvoir maîtriser leurs charges. C'est vraiment un enjeu important pour nous, et une volonté de faire en sorte que les PME puissent se développer, en sachant qu'elles représentent quasiment 99% des entreprises en France. Donc, bravo pour ce que vous faites en tout cas, Abdel. Bravo, parce que ça fait du bien d'entendre des solutions comme ça. Il n'y a pas que du négatif. Il est temps de parler de la qualité de l'air de votre logement avec Grégoire Darico et des petits animaux. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Seine. Et oui, chers amis, aujourd'hui, on va parler de nos compagnons du quotidien, ceux qui ne parlent pas mais qui respirent le même air que nous, les animaux domestiques. Alors, quel est l'impact de l'humidité sur leur santé? Quels sont les signes à surveiller? Et puis, que faire pour les protéger? Pour nous éclairer, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, on pense souvent à la santé des humains, mais nos animaux sont aussi des victimes silencieuses de l'humidité. Ouais, justement Édouard, les animaux, ils sont vraiment sensibles à un logement humide ? Eh oui, et parfois encore plus que nous, les petits animaux comme les chats, les rongeurs ou les chiens de petite taille sont plus proches du sol, là où l'humidité est souvent la plus concentrée, et leur pelage dense peut retenir l'humidité, ce qui peut favoriser les démangeaisons, les infections cutanées et un pelage terne ou cassant. On peut même aller jusqu'à des maladies ? Oui, on le sait, l'humidité favorise les moisissures qui émettent des spores invisibles. Ces spores peuvent provoquer, comme on le sait déjà, des troubles respiratoires chez les humains, mais également chez les animaux, et en particulier ceux déjà fragiles ou âgés. Et pour les rongeurs ou les animaux de petite taille, l'exposition constante à un air humide ou moisi peut être très nocive. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte de tout ça, nous. Non, car les symptômes sont discrets au début. Un animal qui se gratte, qui se gratte plus, qui respire bruyamment, qui semble fatigué ou qui mange moins. Mais parfois, cela peut cacher une irritation respiratoire, une infection cutanée ou une baisse d'immunité due à l'environnement. Est-ce que, Édouard, il y a aussi, j'imagine, un point qui est peut-être un peu moins connu, c'est l'ingestion de salpêtre. On en avait déjà parlé, du salpêtre. Et de quoi il s'agit exactement ?
Oui, Grégoire, le salpêtre, c'est du nitrate de potassium qui se forme sur les murs humides sous forme de dépôts blancs. Certains petits animaux comme les lapins, les cobayes ou les chiens qui seraient un peu curieux peuvent lécher les murs ou ronger les zones contaminées et c'est extrêmement toxique pour eux. Ça peut provoquer notamment des troubles digestifs, des détresses respiratoires, voire des convulsions ou la mort. Dans les cas graves, c'est déjà arrivé. Wow, ok. Donc ça, Édouard, c'est assez impressionnant. Que peut-on faire, nous, pour protéger nos compagnons à quatre pattes ? Grégoire, les bons réflexes sont les suivants. Surveiller l'état des murs et des sols, surtout dans les pièces où dorment les animaux. Éviter de placer les paniers ou les cages à même le sol humide. Aérer quotidiennement, même en hiver. Et si vous voyez des taches blanches ou de la moisissure, ne pas seulement nettoyer, il faut identifier et traiter la cause. Et surtout, en cas de doute, parlez-en à un vétérinaire et une fois de retour à la maison, faites appel à un spécialiste pour traiter vos problèmes d'humidité. Allez, Édouard, un petit mot de conclusion pour nos auditeurs. Oui, retenez que nos animaux partagent notre toit, mais aussi nos conditions de vie. Un logement humide, c'est un risque pour leur santé, autant que pour la nôtre. Et le bon réflexe, c'est d'être attentif et ne pas forcément attendre les signes visibles pour agir. Merci beaucoup, Édouard David, pour ces conseils. Et à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, n'oubliez pas qu'une maison saine, c'est aussi une maison où les chiens, les chats, les petits rongeurs peuvent respirer sans danger. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio pour une nouvelle chronique Maison Saine. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Et les lapins aussi, vous avez oublié les lapins. C'est vrai, les lapins. Moi, j'avais un lapin liberté chez moi. J'avais des gerbilles quand j'étais petit. Horrible, ça sent très mauvais. Oui, c'est vrai. Et les tortues aussi, ça sent mauvais. Oui. Mais c'est sympa. En tout cas, moi, j'ai adoré avoir des animaux. J'ai arrêté parce que bon, j'ai des enfants, c'est aussi des animaux. C'est pas possible. Et puis, je suis trop triste, je suis dévastée à chaque fois qu'il y en a un qui part, qui s'envole au paradis. Donc, c'est pas pour moi. Enfin bon, j'espère que vous êtes. Il y a le réalisateur Anthony qui secoue la tête, qui dit c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. T'as pas d'animaux de compagnie, Anthony? Bon, j'espère que votre semaine de reprise s'est bien passée. En tout cas, on pense fort à vous, que ça n'a pas été trop dur après les fêtes de reprendre. Bon courage si vous travaillez en revanche, si vous n'avez pas eu de vacances, on pense à vous également. Dans quelques instants, on va parler viager, on va discuter justement avec une vendeuse qui a vendu sa maison en viager, voir pourquoi elle l'a fait et puis les points de vigilance à avoir aussi, c'est important d'en parler. Et puis il y aura la grande question de la semaine. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. On est dans Parlons Immo jusqu'à 13h. Comme chaque samedi, on parle immobilier, on parle de votre logement. Et justement, on va parler viager. Peut-être que vous voulez vendre votre maison et vous posez des questions sur le viager. Eh bien justement, on va en discuter avec une vendeuse qui a vendu en viager. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et j'accueille tout de suite Nadia. Nadia, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Nadia, on va parler de votre situation. Vous avez... bon, je peux dire votre âge à l'antenne ? Je me permets ? Bien sûr. Vous avez 77 ans et vous venez de vendre votre maison en viager occupé, donc dans l'Ariège. La vente a été actée en novembre dernier. Vous avez reçu un bouquet et vous touchez chaque mois une rente, justement. Et alors, on a quelques questions à vous poser, parce que c'est vrai qu'on a des auditeurs qui se demandent, voilà, on en parle de plus en plus du viager. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu rapidement votre histoire ? Comment déjà vous vous êtes tourné vers le viager ? Eh bien, premièrement, parce que j'ai rencontré deux amis qui étaient en train de faire cette opération, c'est-à-dire de vendre leur maison. Donc, une amie vendait sa maison. Elle a pourtant, j'étais étonnée, 4 enfants, mais elle a préféré le viager. Comme ça, elle a distribué cet argent. Oui. Elle a pris un bouquet et elle a distribué cet argent à ses enfants. Et l'autre amie a vendu son appartement de Toulouse et sa maison de campagne. Elle a pris un bouquet assez important pour en faire profiter son frère qui était en difficulté. Et en ce qui me concerne, eh bien, tout simplement, moi je me retrouve avec une maison et maintenant seule. Mes descendants sont très éloignés. Et donc, ils ne sont pas intéressés par cette maison.
D'accord. Donc j'ai décidé de prendre le viager. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour que cette maison revienne à quelqu'un, déjà. Je trouve ça plus sympathique, très sympathique. Et puis également, avoir un petit revenu supplémentaire pour compléter la retraite, tout simplement. Et là, du coup, c'est un complément de combien? Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre complément de retraite, cette rente? C'est peut-être indiscret par rapport aux gens qui ont acheté... Grosso modo, est-ce qu'on peut avoir une fourchette pour les auditeurs qui se posent la question? Ça va de 500 à 800 euros ou plus même. D'accord, donc c'est non négligeable quand on est à la retraite, quand on a une petite retraite. Je pense à toutes les personnes dans ce cas qui nous écoutent, c'est non négligeable. Est-ce que vous avez un conseil à donner, un conseil à donner, un point de vigilance peut-être à avoir quand on veut se lancer justement dans une vente en viager? Bien sûr, je crois que ce qui est important pour moi, et ce qui a été très important pour moi, c'est de rencontrer des personnes avec lesquelles on a une affinité. Il y a des acheteurs qui cherchent à faire une affaire, bien sûr, et puis il y a des acheteurs qui souhaitent tout simplement habiter aussi le lieu plus tard. Mmh. Et ça, je trouve ça très important parce que la relation n'est pas la même entre quelqu'un qui fait un placement et quelqu'un qui a envie d'habiter un lieu. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait différent. Et je trouve que ça, c'est très important. Donc vous avez vu plusieurs acheteurs. Comment ça s'est passé? À peu près 5, 6 acheteurs différents qui ont aimé le lieu, mais parfois n'avaient pas été freinés par d'autres choix. Donc ça s'est pas fait. Et puis d'autres personnes, que je n'appréciais pas, et donc j'ai refusé le contrat. D'accord. Voilà. Il n'y a pas eu le feeling en tout cas. Vous n'avez pas senti que c'était. Pourquoi vous les appréciez pas, si vous pouvez, sans être. Je crois que c'est personnel, ce que l'on ressent vis-à-vis de personnes qui viennent chez vous et qui ont un comportement. Ouais. Donc on le sent bien. Ouais. Si ce sont des gens, qu'est-ce qui les intéresse vraiment, quoi. Et pour finir, parce que c'est quand même une très belle histoire, votre histoire, Nadia. Je crois que vous êtes proche de ces acheteurs. Vous les voyez régulièrement. Bien, je pense et j'espère qu'on continuera à se voir. J'apprécie beaucoup ces personnes et je suis très heureuse d'avoir passé un contrat avec eux, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Nadia. C'est une belle histoire et c'est important de parler aussi des belles histoires parce qu'il y en a. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Alors, on a parlé de la crise du logement dans cette émission avec notre invité. On va en parler plus en détail dans cette dernière chronique, la grande question de la semaine. On va faire référence aussi à un article du Monde qui est sorti cette semaine, qui montre bien cette crise du logement, qui explique en tout cas bien cette crise du logement. Cette crise du logement, elle reste profonde. Elle touche toutes les classes sociales maintenant, que ce soit les étudiants, les familles, même les cadres sont concernés. 7 Français sur 10 déclarent avoir des difficultés, trouver difficile de se loger. On va peut-être commencer avec vous, Abdel. C'est vrai que vous êtes un acteur privé, on l'a vu tout à l'heure. Vous vous occupez des friches, donc de ces endroits, des usines par exemple, délabrés, désaffectés, et vous construisez des bâtiments qui peuvent être des logements. Comment vous, sur le terrain, vous ressentez cette crise du logement? Est-ce que déjà vous le voyez, peut-être personnellement aussi, comment vous le voyez? Oui, effectivement, comme on a pu en discuter précédemment dans l'émission, chez Rubrique, on considère que recycler le bâti existant, c'est répondre en même temps à la crise du logement, à la disparition des zones d'activité et surtout à l'urgence écologique. C'est probablement l'un des grands modèles d'avenir pour nos territoires. Nous, on est très ancrés, notamment dans le nord de la France, et on voit
énormément de personnes qui ont des difficultés à se loger. Et on apporte avec notre solution le fait de réutiliser de l'existant. On crée des logements et ça évite un certain nombre de choses négatives, notamment l'artificialisation des sols, comme on a pu le voir. Donc effectivement, pour nous, c'est une réponse à ces enjeux. Ça fait partie des solutions qui existent. Alors, pour vous donner, on va peut-être faire un tour de plateau, voir comment cette crise du logement, parce qu'elle nous concerne tous, mais pour vous donner quelques causes qui sont identifiées justement dans cet article du Monde et puis que vous pouvez voir aussi sur Internet. En fait, en 20 ans, les prix hors inflation du logement ont progressé de 88%, alors que les salaires moyens n'ont augmenté que de 13%. Pour acquérir un bien aujourd'hui, il faut s'endetter sur 25 ans contre 15 ans en 2000, et puis notre population augmente. On est de plus en plus nombreux en France, mais on vit de moins en moins nombreux par foyer. En fait, on vit seul. Il y a plus de familles monoparentales. Grégoire, vous, votre avis sur la crise du logement? Écoutez, Bérénice, alors je vais essayer de faire synthétique, mais je crois qu'effectivement, ça nous concerne tous. Moi, je suis en plein dans l'âge moyen d'accession à la propriété, à savoir, je crois qu'il a 38 ans maintenant en France. Aujourd'hui, je suis locataire et si je veux devenir propriétaire, ça augmente mes mensualités de 1 000 € par mois. Donc c'est clairement des questions qu'on doit tous se poser. Acquérir un logement aujourd'hui, en fait, c'est à se demander si progressivement ça ne devient pas un produit de luxe, le logement. Qui a les moyens, alors c'est sûr que c'est plus abordable encore dans certaines zones, mais quand vous voyez Paris ou la région parisienne ou des zones très tendues comme les grandes métropoles, ça devient de plus en plus compliqué d'accéder à la propriété. Et c'est vrai que, et c'est ce que disait l'article que vous mentionnez, c'est que ça touche toutes les tranches maintenant de la population. Et franchement, c'est dramatique. Mais il n'y a qu'à voir la considération effectivement qu'on a eue au niveau politique sur ces 10 dernières années. Vu le nombre de ministres du logement qu'on a eu, on a bien compris que c'était pas une priorité. Avec les élections à venir, en tout cas, ça risque de changer. Laurent, rapidement, en quelques phrases. Oui, en fait, crise du logement depuis des années. Elle est aujourd'hui de plus en plus forte, avec très peu de construction neuve. On est à 280 000. Alors 272 000 apparemment, alors qu'on aurait besoin l'année dernière. D'accord, c'est ça, c'est à peu près. Moi, je dis 280 000 enfin, en tout cas, logements en cours de construction. Ils ne sont pas livrés. Alors, c'est intéressant parce que les plus de 60 ans représentent 3 000 milliards d'actifs immobiliers. 3 000 milliards, c'est la dette de la France. On hérite à 60 ans, d'accord ? Le vrai sujet, c'est comment on pourrait peut-être regarder, notamment sur la dimension succession et sa fiscalité, regarder si on peut pas sauter d'une génération pour pouvoir donner de façon plus simple, moins taxée, un logement à la génération d'en dessous, c'est-à-dire les petits-enfants. Le vrai sujet, il est là. Parce que préparer sa retraite, aujourd'hui, vous avez un salaire. Il y a une différence trop forte entre le salaire et l'achat. Alors, soit on rallonge les durées d'emprunt, mais on voit très bien que ça pose un problème de succession, là aussi. C'est qu'est-ce qui se passe si je ferme les yeux? Est-ce que je reprends une dette, en quelque sorte? On voit dans les pays anglo-saxons que ça se passe. Et l'autre solution, c'est peut-être aussi, pour arrêter justement cette montée qui est extrêmement forte, qui est presque spéculative en fait, de cet immobilier de résidence principale, et bien de favoriser la transmission aux générations d'en dessous. On hérite, les enfants héritent à 60 ans. Ça ne sert à rien. Enfin, ceux qui héritent, parce que moi, par exemple, je sais que je vais hériter de rien. Mes parents, ils ont pas Vous savez, je vais pas hériter de les plus de 70 ans, c'est 75% sont propriétaires. Il y a un vrai sujet, notamment pour les prochaines présidentielles, d'avoir une réflexion sur la transmission. Et ça, c'est le sujet dont doivent s'emparer nos politiques, c'est vrai. On a besoin de 500 000 logements par an, c'est ce que vous disiez. Et pour l'instant, il n'y en a pas assez. Il faut construire des logements. Merci beaucoup. Merci à vous trois, merci Abdel, merci Grégoire, merci Laurent, merci Abdel d'avoir été notre invité. La suite des programmes sur Sud Radio, c'est Invino avec Alain Marty. Et je vous rappelle que Parlons Immo est diffusé et rediffusé sur Radio Immo mardi à 12h. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve samedi prochain à 12h sur Sud Radio. Sud Radio, Parlons Immo, Bérénice de Villefleurio. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.